Bonjour. Bonjour, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, Madame la Oui, Présidente, nous chère Lisa, Monsieur t'entendons, Rancoul et Didier. Monsieur Goriton. oui. Le temps, Ah, on t'entend, mais Lisa, le on temps ne que tout le voit monde pas la salle pour se l'instant. mette en place. Vas-y, on va faire un essai quand même. Ah ouais, On n'entend pas la formidable. présidente. Je crois que Ah, vous m'entendez pas elle là? n'avait pas activé son micro, mais là, c'est que c'est. Là, c'est bon? Mon micro est activé, mais je ne Non, sais pour le pas coup. si vous m'entendez. On fait quelques ajustements, quelques réglages. Parce qu'on on t'entend pas, Lisa. Ouais. Tester. Chers collègues en vidéo, vous Et m'entendez? Oui, oui, on entend Ouais. bien. Ah, donc c'est bien la salle. Bon, alors, Et on on va entend faire la un salle aussi. essai. Je crois Et que vous en... Lisa, pour le moment, on t'entend pas. Je vais essayer avec Monsieur Rancoul. Si vous voulez bien essayer de parler pour qu'on puisse. Oui, bonjour. Est-ce que vous m'entendez? On n'entend pas non Vous plus. m'entendez? Monsieur Coriton, si vous voulez bien. Oui, moi je vous entends bien. Ah oui, on entend. Alors, on vous entend, mais à peine. Voilà, le temps d'ajuster, hein, de faire les réglages et on revient vers vous. Bonjour Madame la Présidente. Est-ce qu'on pourrait essayer? Oui. Est-ce que vous m'entendez maintenant? On vous entend, mais très, très bien. Ouais, ça fonctionne. Très bien. Donc vous me dites hein, quand tout le monde est OK. Et finalement, la Présidente, on vous entend à peine. On est en train d'essayer de modifier ce paramètre. Ah OK.
Madame la Présidente, si vous pouvez vous exprimer de façon à ce que on s'assure que le son est suffisant et que la régie puisse le moduler, s'il vous plaît. D'accord. Est-ce que Ah, on vous c'est entend très mieux bien. maintenant? Oui, tout à fait. Ah, je m'entends aussi, du coup, dans la salle. Madame la Présidente, si vous voulez débuter la réunion. On peut démarrer? Parfait. Bien, merci. Messieurs les maires, monsieur le rapporteur et chers collègues. Alors, tout d'abord, je tiens à m'excuser de ne pas être parmi vous physiquement, mais pour les prochaines auditions, je le serai. Pour notre première audition, nous accueillons les représentants de l'AMF, l'Association des maires de France, et plus particulièrement monsieur Bastien Corriton, maire de Rive-en-Seine. Bonjour, qui est avec moi Bonjour. en visio, si je puis dire. Et qui est maire référent sécurité civile, et monsieur Sébastien Leroy, maire de Mandelieu-la Napoule. Alors, je n'ai pas vu s'il était présent physiquement, je suppose que oui. Bonjour. Bonjour. Ah voilà, enchantée. Vous êtes accompagnée de mesdames Judith Mwendo, responsable du département Action et Gestion communale, je crois qu'elle est aussi en visio, Stéphanie Bidot, chargée de mission risque, et Charlotte de Fontaine, chargée des missions avec le Parlement, que nous saluons également. Alors, je rappelle que l'AMF, fondée en 1907, est une association reconnue d'utilité publique qui représente et porte la voix des communes. Forte de l'adhésion quasi totale des maires et des présidents d'intercommunalité, elle est pleinement légitime à relayer de manière transpartisane les intérêts et les préoccupations des élus. Je précise à votre attention, mesdames et messieurs de la délégation de l'AMF, que notre mission est composée de 25 députés de tout groupe politique. Elle a été créée à l'initiative du groupe Horizon et a pour rapporteur notre collègue Didier Lemaire, qui est donc physiquement sur place. Je précise que votre audition est filmée et accessible sur le site internet de l'Assemblée. Notre objectif est d'étudier au plus près du terrain l'organisation de la protection et de la sécurité civile, ainsi que les défis à relever et les éventuelles adaptations du modèle que l'on pourrait imaginer. Alors, pour éviter de faire fausse route et d'avoir des idées préconçues, nous avons vraiment tenu à débuter nos travaux en rencontrant d'abord les élus de terrain et leurs associations. Vraiment, les élus sont au plus près du terrain et sont donc, par définition, au plus près des opérations de prévention et d'intervention menées par les forces de sécurité civile. Et puis, les maires, particulièrement, sont des acteurs de premier plan lorsque surviennent des crises, puisque ils ont notamment la compétence de police du maire qui a un volet d'organisation des secours dans certains cas. Ils peuvent ainsi s'appuyer sur leur propre expérience de ces situations et nous faire part de leur regard sur l'état et le fonctionnement actuel de notre système de sécurité civile. Je vous remercie beaucoup de vous être rendu disponible pour partager avec nous l'expertise et l'expérience des maires sur ces enjeux. Nous voulons faire progresser encore notre modèle de protection civile et de protection et de sécurité civile plutôt. N'hésitez donc pas à nous faire part de votre analyse critique sur l'organisation actuelle de notre système, ainsi qu'à nous livrer des suggestions qui pourront utilement contribuer à nos travaux. Alors, j'ai eu un petit échange avec le rapporteur juste avant. Nous vous proposons peut-être chacun d'avoir un propos liminaire pas très long. En plus, on a déjà un peu de retard, mais si vous avez un propos introductif sur notre thématique, et ensuite je passerai la parole à notre rapporteur Didier Lemaire qui vous posera une première série de questions, et puis chacun des députés de la mission pourra évidemment
poser ces questions par la suite. Peut-être commençons par Monsieur Corriton en visio. Merci Madame la Présidente. Bonjour à toutes et à tous. Je m'excuse aussi de ne pas être présent physiquement. Mais en propos liminaire, je pense qu'il y a un certain nombre de questions qui sont dans comment dirais-je, le petit questionnaire qui a pu nous être adressé. Donc moi, ce que je propose, c'est peut-être qu'on rentre dans le vif du sujet, parce que si on fait un propos liminaire, on va nécessairement déjà répondre à une partie des questions. Donc moi, je veux bien le faire parce que j'ai préparé un certain nombre d'éléments, mais je préférerais qu'on soit plutôt dans l'échange que dans le propos liminaire. Voilà. Eh bien, allons-y. Hein. Peut-être juste Monsieur le maire de Mandelieu, vous avez peut-être un mot à dire avant de... Sinon, on débute sur les questions directement, comme vous voulez. Merci Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs les députés, et mon cher collègue Corriton, que je salue. Eh bien, en ce qui nous concerne, je co-préside à l'AMF le groupe Risque avec Éric Ménassi, le maire de Trèbes. Et nous avons dans notre, on va dire, mission au sein de l'AMF, voulu un peu faire le tour effectivement de tous les maires de France sur ce sujet qui nous préoccupe au plus haut point compte tenu de la situation. Et c'est pour ça qu'à la fois on salue cette mission parlementaire, cette audition, et puis qu'on essaiera effectivement de vous porter un point de vue du terrain pour vous faire part de nos difficultés actuelles. Et je rejoins effectivement Bastien sur le fait qu'aujourd'hui, si vous voulez que nous passions aux questions, ce sera bien volontiers. Eh bien, formidable. Eh bien, cher Didier, à toi la parole alors. Merci beaucoup Madame la Présidente. Merci à mes collègues députés d'être présents, et ceux qui sont en visio, mesdames et messieurs, merci pour votre présence. Tout d'abord, permettez-moi de commencer exceptionnellement ce début d'audition par féliciter Madame la Présidente, qui est jeune maman d'un jeune garçon. En tous les cas, toutes nos félicitations, chère Lisa, puisque j'ai cru comprendre que tout le monde se portait bien, et on en est ravis. Donc au nom de la Commission, toutes nos félicitations, et j'allais dire à très vite en présentiel lorsque ton agenda te le permettra. Dans le propos liminaire de Madame la Présidente, évidemment, a rappelé le sujet de cette mission d'information qui nous tient à cœur. Et nous recevons aujourd'hui l'AMF, nous en réjouissons, puisqu'il nous semblait important, ça a été dit tout à l'heure, de peut-être, à travers les crises, qu'elles aient été, j'allais dire, sanitaires, qu'elles aient été de manière sur des problèmes qui soient chimiques ou qui soient naturels, qu'ils soient technologiques, c'est les mots que je cherchais. Il nous semblait important d'avoir une réflexion sur cette mission, sur notre capacité d'adaptation, déjà d'une, capacité d'anticipation aussi de notre modèle de sécurité civile, que ce soit au niveau des services de l'État, des services des régions, des départements, voire des communes, d'où l'objet de cette mission et le fait de pouvoir vous consulter aujourd'hui pour avoir votre retour, notamment du terrain à travers vos adhérents et sur les remontées que vous avez pu avoir. Voilà ce que je voulais dire en ces mots introductifs, Madame la Présidente. Ok, je lance la première question alors, Madame la Présidente. Sur l'idée, c'est comment l'Association des maires de France participe-t-elle aux réflexions publiques sur l'évolution du modèle de protection et de sécurité civile? Deuxième question, a-t-elle récemment élaboré des études ou des documents pouvant intéresser les travaux de cette mission d'information? C'est au choix, Monsieur Corriton, Monsieur Leroy, je ne sais pas comment vous voulez vous partager. Oui. On ne se voit pas, donc le premier qui prend le micro, c'est ça. Non, mais rapidement là-dessus, sur le sujet, dire qu'il y a eu une consultation des maires en début 2023 qui a été faite, notamment sur les questions de sécurité civile, avec un certain nombre de questionnements et un certain nombre de remontées qui ont pu être faites par le biais de l'Association des maires de France. Donc, ce que je propose, c'est que on puisse vous faire passer l'ensemble du petit rapport qui a été fait en février 2023 sur le sujet, mais je pense qu'à travers ensuite la kyrielle de questions que vous avez pu envoyer hier, il y a aussi une partie des réponses qu'on donnera au fil de l'eau avec qui s'inspire un peu de ce qui a été dit et aussi de nos expériences respectives à mon collègue de Mandelieu comme moi-même, quoi. Alors, écoutez, je propose qu'on vous fasse passer en papier.
Tout à fait. Donc en complément des propos de mon collègue, oui, nous avons déjà fait plusieurs documents de réponse, notamment à la mission Falco, qui avait été menée il y a quelques mois. Mais nous avons aussi eu beaucoup d'échanges avec les différents ministères, que ce soit la transition écologique, le ministère de l'Intérieur, etc., sur les différents sujets des crises, parce que comme vous le disiez très bien, aujourd'hui les crises, elles sont multiples et elles sont toutes majeures. Donc c'est vrai qu'on a plusieurs documents, échanges, et on peut vous les transmettre bien volontiers, notamment sur les propositions législatives, qui sont toujours agréables à transmettre. Juste avant, peut-être, Madame la Présidente, si vous en êtes d'accord, si vous aviez, je m'adresse à M. Leroy, mais aussi à M. Coryton, ou à celles et ceux qui veulent intervenir, s'il y avait, sur ce rapport dont nous vous parliez, une ou deux idées fortes qui s'en dégageaient, peut-être pour que l'ensemble de la Commission puisse prendre connaissance de cela. Alors, sur les différentes propositions, en tout cas, que nous, à travers le groupe risque, on a commencé à élaborer, il y a une idée qui est transversale et qui revient systématiquement, c'est qu'aujourd'hui, on a un véritable sujet sur la nécessaire déconcentration et le rôle du maire et du préfet sur le terrain. Et aujourd'hui, tout se rapporte à ça, puisqu'on est vraiment dans une situation où on s'aperçoit que quel que soit le cas de figure, quelle que soit la crise, qu'elle soit sanitaire, qu'elle soit une crise naturelle ou de sécurité, il y a toujours une contradiction entre ce qu'on voit se faire dans l'évolution législative et ce qu'on sait être efficace sur le terrain. C'est-à-dire que sur le terrain, vous avez toujours besoin d'une proximité, vous avez toujours besoin de logistique et d'organisation, mais il faut qu'il y ait l'État, le maire, et puis on soutient bien sûr départements et régions, mais c'est vraiment à ce niveau-là que ça se joue. Et ça, c'est quelque chose qu'on a vraiment de transversal. Et ce qui nous alerte le plus, puisqu'on s'aperçoit que plus le temps passe et on a en fait une évolution inverse qui se fait dans les faits. Oui, partager pleinement ce qui vient d'être dit et ajouter peut-être la question de la culture du risque. Je crois que c'est quand même un vrai sujet dans notre pays où on a encore cette difficulté alors à la fois les maires, il y a sans doute un problème de porter à connaissance sur les risques de leur territoire. Je pense que là-dessus, on a encore même si la loi Matras améliore un certain nombre de choses avec le référent, il y a des éléments positifs, mais vraiment la culture du risque, on a un sujet sur ces questions-là où on est encore loin de certains autres pays qui sont bien plus avancés que nous en termes d'exercice sur nos plans communaux, intercommunaux de sauvegarde, etc. Donc là-dessus, c'est vraiment un sujet, je pense aussi, en complément de ce qui vient d'être dit, que je partage totalement, puisqu'entre le concret d'une crise qu'on a à gérer sur le terrain et parfois la complexité du texte, voilà, le réarmement de l'État local aussi pour nous est quelque chose d'important en termes de partenariat aussi, parce que toutes les communes n'ont pas la même taille. Il y a certaines qui ont beaucoup d'ingénierie pour monter leurs documents ou préparer éventuellement la gestion de crise. Mais il y a aussi plein de communes petites ou moyennes qui n'ont pas les moyens et qui sont un peu, les élus sont un peu tout seuls face à la préparation à la gestion de crise. Juste avant de redonner la parole à Madame la Présidente pour l'orientation de la suite, moi ce que je vous propose, effectivement, c'est que la parole soit libre et nous avons les uns et les autres cette trame pour qu'il y ait une cohérence et que nous puissions comprendre entre ceux qui sont en présentiel et ceux qui sont en visio. Mais je vous propose que les questions viennent au fur et à mesure, en tous les cas, et sur les remarques. Moi, j'en ai une juste sur votre intervention et ça m'interpelle effectivement. Avant qu'on passe à la suivante et avant de pouvoir redonner la parole à Madame la Présidente, si elle en est d'accord, est-ce que vous pensez que le rôle dans ces crises-là, entre le préfet et le maire, puisqu'on parle dans ces moments-là, lors des crises, sur la fonction de DOS, directeur des opérations de secours, est-ce qu'elle est assez claire d'après vous ou est-ce qu'elle mérite d'être éclaircie, en tous les cas à l'échelle de notre territoire? La répartition du rôle entre la gestion de la crise et ses différents acteurs, elle mériterait aujourd'hui d'être redéfinie et éclaircie, puisque bien souvent, on est sur du cas par cas, et tout dépend un petit peu de la personnalité des acteurs qui sont en place, aussi bien pour la culture du risque et l'anticipation et le porter à connaissance, ce que disait Bastien très justement. Vous aurez des politiques tout à fait différentes selon les départements, selon la personnalité des uns et des autres, et il n'y a aucune aujourd'hui homogénéité. On ne peut pas avoir, et ça c'est peut-être un des problèmes principaux auxquels on est confronté, on ne peut pas avoir avec 36 000 communes une réponse unique et un modèle imposé à tous.
Et vous voyez par exemple le transfert de compétences imposées ou le transfert aux communautés d'agglomération, c'est quelque chose qui peut être vertueux pour les petites communes où les maires n'ont pas les moyens, mais qui est contre-productif dans d'autres territoires où les villes sont plus efficaces que les grandes communautés d'agglomération. Parce que quand la crise survient, quand vous êtes au milieu d'un événement majeur, c'est quand vous êtes sur le terrain, et celui qui est sur le terrain, par définition, c'est le maire. Et son interlocuteur privilégié, c'est l'État, le préfet, avec bien sûr en soutien le SDIS et ses référents qui sont présents, etc., si on a le temps de s'organiser, parce que bien souvent, malheureusement, de plus en plus, il n'y a pas de temps d'alerte, et on est dans l'improvisation complète. Donc il y aurait véritablement besoin de redéfinir clairement les rôles avec des schémas de fonctionnement clairs, et aussi, dans cette redéfinition, de se poser la question des contradictions qui sont les nôtres aujourd'hui, qui sont notamment législatives, puisqu'il y a énormément de textes qui vont contre la protection d'un territoire aujourd'hui, parce qu'on a des objectifs différents selon les lois. On peut vous demander de sururbaniser là où on vous demande en même temps de désurbaniser, et ça, c'est des contradictions auxquelles on est confronté au quotidien, et tout ça se décline dans tous les domaines. Donc c'est un vaste sujet qui malheureusement aurait du mal à se résumer en quelques propos, mais il y a véritablement à ce jour il y a un flou qui peut être très important selon les régions où on se trouve, avec des maires soit qui ont déjà confronté une crise et qui savent après comment un peu l'anticiper, soit ceux qui ne l'imaginent pas, ceux qui ne l'ont pas vécu mais qui vont la vivre prochainement. Et peut-être abonder dans ce que dit Sébastien Leroy, il y a la gestion de la crise et il y a l'avant-crise, en fait. Et dans la gestion de la crise, en effet, il y a sans doute à redéfinir les rôles parce que à quel moment le préfet prend la main sur le maire, ça peut être en fonction du préfet parce que la gravité de l'événement, elle n'est pas toujours perçue de la même manière. Et donc ça, pour le coup, jusqu'à quel moment le maire garde la main, jusqu'à quel moment le préfet prend la main en termes de DOS, le cas échéant. Et puis, il y a aussi l'avant-crise. Et en effet, ce que disait Sébastien, parfois la contradiction entre les textes législatifs et quand on parle de réarmement de l'État local, c'est aussi de dire qu'à un moment, il faut qu'il soit dans un rôle d'arbitrage et qu'on sache où on va et qu'on n'ait pas des injonctions parfois contradictoires. Parce que quand on veut aménager nos territoires, évidemment que d'un côté, si on vous dit ce que disait Sébastien à l'instant, il faut densifier, etc. Mais de l'autre côté, s'il y a un gros risque d'inondation ou ruissellement, il faut plutôt désimperméabiliser et qu'il y a un moment, il faut qu'on arrive à trouver un modus vivendi et puis un chemin qui permette d'avancer, sinon on est parfois bloqué complètement, quoi. Exactement, et pour souligner ce que disait aussi Bastien Coriton avec justesse, c'est que dans l'avant-crise, il y a, par exemple, je vous donne un exemple très concret. Quand on fait un PPRI, un plan de prévention des risques, par définition, c'est l'État qui définit le risque. Et souvent, on s'aperçoit dans de très nombreux territoires que la définition du risque, elle se contente de faire le document, mais qu'il n'y a pas après derrière un suivi où l'État va voir le maire pour dire, voilà, votre territoire, il y a ça, ça et ça. Est-ce que vous en avez pris compte et quelles sont les mesures qu'on peut ensemble mettre en place pour travailler, pour faire évoluer votre territoire? Vous voyez, on se contente de faire le document. Et d'ailleurs, les premiers PPRI qui ont été faits ont été édictés, mais à aucun moment derrière, il y a eu un travail pour même le porter à connaissance des propriétaires, des résidences, etc. Ce qui fait que le risque a été ignoré jusqu'au moment où la crise est survenue. Et c'est vrai que là aussi, dans l'échange antérieur, il y a, je pense, une relation de travail à reconstruire, mais qui rejoint ce que disait Bastien avec justesse, c'est qu'il y a eu malheureusement une grande pénurie d'agents dans les préfectures et dans les DDTM. Et cette pénurie d'agents fait qu'aujourd'hui, il y a un traitement de l'urgence, notamment dans les départements qui ont été frappés, où on ne gère plus que l'urgence, mais on ne fait plus de prévention et on n'anticipe pas. Et il y a beaucoup de territoires qui n'évoluent pas, justement parce que l'État n'a pas les moyens de suivre les dossiers et que ça prend un retard considérable. Merci Et beaucoup pour la réponse, madame. Un exemple aussi. Oui, un exemple aussi sur la construction d'un centre de secours où on avait un axe de ruissellement qui a changé 4 fois de place en fonction des interlocuteurs qu'on a eus entre métropole, service de l'État, etc. et qu'on a perdu 1 an et demi avant de pouvoir déposer le permis de construire, quoi. Voilà. Et à un moment ou à un autre, on ne peut pas avoir un axe qui bouge 3 fois ou 4 fois, quoi. C'est pas possible. Madame la présidente. Merci. Monsieur le rapporteur, vous n'aviez pas d'autres questions? On aura l'occasion de venir au fur et à mesure, mais
par rapport au modèle dont vous parliez, moi je vous remercie pour la clarté de ces propos, c'était essentiellement sur le financement actuel du modèle, en fait, qui repose essentiellement sur les départements et sur les contributions de l'État. Est-ce que, d'après vous, ça paraît pertinent, ce mode de fonctionnement, ou faut-il le revoir? Avez-vous eu des pistes en la matière sur le financement? Bastien. Oui, ben, j'y vais. Non, mais sur le fonctionnement, sur le modèle de financement, en effet, les départements, l'État, il ne faut pas oublier que les communes sont quand même aussi bien mobilisées sur le financement des SDIS, puisqu'elles en financent quasiment la moitié. À l'heure actuelle, il y a des discussions et des propositions qui ne sont pas encore totalement sur la table. On a eu des auditions par le cabinet de la ministre cet été. Pour l'instant, l'AMF a souhaité ne pas bouger sur le modèle de financement qui a été fixé lors de la départementalisation au début des années 2000, sur le fait que la contribution des communes ne puisse pas augmenter plus que l'inflation sur le sujet. Pour l'instant, il n'y a pas de changement de position de l'AMF en l'état actuel. Et on n'a pas eu de proposition plus loin dans le cadre du projet de loi de finances qui arrivera à l'Assemblée pour la fin du trimestre, voilà, le dernier trimestre de cette année. Donc, du coup, on aura à se prononcer sur les propositions qui seront faites. Mais les communes sont quand même un financeur important, il ne faut pas l'oublier, de la sécurité civile, puisque dans leur budget, elles consacrent une partie pour financer les SDIS. Après, la question, c'est est-ce que sur des moyens plus importants, et notamment sur des risques qui dépassent les limites départementales, parce que moi, je pense que la circonscription départementale et la zone de défense restent les zones pertinentes en termes d'organisation de la sécurité civile. Est-ce qu'à un moment ou à un autre, sur des enjeux qui dépassent les limites départementales, est-ce qu'il faut travailler aussi à un financement régional? Je pense au risque feu de forêt, au risque avec les moyens aériens ou les besoins en matériel spécifique. L'État est venu sur le pacte capacitaire cette année, qui vient permettre d'avoir un certain nombre de matériels dans tous les départements pour avoir des colonnes de renfort le cas échéant. Mais voilà, il ne faut pas oublier que les communes participent quand même à l'effort, parce que dans la question, c'était pas clairement énoncé. Et sur le financement, il y a une réflexion sur la TSCR, la taxe sur les assurances, qui est sur le fléchage notamment de cette taxe. Il y a un débat quand même entre SDIS là-dessus sur leur financement avec les départements. Merci. Madame la Présidente? Merci. Ouais. Merci. Monsieur le rapporteur, je peux vous laisser poser toutes vos questions en bloc si vous en avez, à moins qu'il y en ait d'autres. Je vois une main qui se lève, mais je vois pas qui c'est, puisque je vois l'arrière de votre tête. Mais allez-y. Pas de souci, Madame la Présidente. Je vais pouvoir voir depuis ici les interventions des uns et des autres. C'est pour ça que demande la parole Monsieur Fievet, Monsieur le député, chers collègues. Merci Madame la Présidente, merci Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs les élus et maires. Ma question, alors je suis député des Deux-Sèvres, donc un département rural que tout le monde connaît bien sûr, depuis quelques mois. Ma question elle est assez simple. Vous dites que les maires ne sont pas forcément pris à la bonne échelle par rapport aux risques potentiels sur leur territoire, sur leur commune, Mais dans la loi MOSC de 2004, pourtant c'est très clair, c'est très précis, que le maire est le DOS sur sa commune, et si l'intervention vient à dépasser ses compétences ou son territoire, le préfet devient DOS ou à la demande du maire s'il le souhaite. Et ensuite, c'est par délégation, le COS est distribué soit aux pompiers, soit à d'autres organismes qui sont présents sur place par rapport au type d'intervention qu'il y a à faire. Et donc, pourtant, moi, je trouve que c'est très, très clair au départ dans la loi MOSC. Alors, est-ce qu'il faudrait remoderniser ou dépoussiérer la loi MOSC pour justement rééclaircir encore les choses et la fonction des rôles des maires et des préfets sur leur territoire? Est-ce que c'est ça que vous voulez exactement? Ou la loi MOSC, elle est déjà oubliée en fait dans nos territoires? Je vous remercie. Alors, monsieur le député, moi, très clairement, si vous voulez, le constat qu'on a, c'est qu'on a d'un côté la théorie et de l'autre côté la pratique. C'est vrai que sur la théorie, on est dans le principe que nul n'est censé ignorer la loi, comme nul n'est censé ignorer le risque. Aujourd'hui, la problématique, c'est qu'on a une multitude de documents, notamment sur le risque, puisque vous avez des PPRI qui peuvent être inondations, feux de forêt, mouvements de terrain, etc., dont la lisibilité devient parfois extrêmement complexe et floue. Parce qu'après, quand vous avez du zonage,
Vous voyez, ça peut être du bleu, du rouge. Même dans le rouge, maintenant, il y a plusieurs catégories. Il y a du bleu constructible, du bleu moins constructible, il y a du rouge aménageable, du rouge qui ne l'est plus. Et quand vous regardez une carte d'une ville en croisant tous les documents et tous les zonages qui parfois ne sont même plus... vous voyez, vous pouvez avoir une zone rouge qui apparaît en jaune, quoi. Pour être très clair, on n'y comprend rien. Et c'est vrai qu'il y aurait un travail pédagogique qu'il faudrait rétablir, un dialogue qui aujourd'hui n'existe bien souvent plus entre la préfecture, la DTM et l'élu, quand il arrive en fonction, notamment les nouveaux maires, pour avoir au moins un tour de table sur les risques et quelle est l'existence du risque. Alors qu'il soit industriel, etc., mais bien faire comprendre à l'élu à quoi est exposé son territoire, et qu'il y ait aussi un dialogue que l'État puisse entendre sur ce qu'on ne peut pas faire sur un territoire ou ce qu'on ne peut plus faire. Et c'est là où je rejoins un petit peu ce que je vous disais sur les contradictions de la loi, c'est que bien souvent aujourd'hui, vous avez des territoires qui peuvent être surexposés à des risques, mais où les lois s'appliquent de manière tout à fait homogène avec le reste du territoire, où on vous dit, moi j'ai déjà vécu personnellement des réunions où de 9h à 9h30 on m'expliquait que tout le territoire était frappé par les risques, qu'il fallait anticiper, qu'il fallait renaturer et plus rien construire. Et de 9h30 à 10h, sans sortir de la salle, on m'expliquait qu'il fallait faire plusieurs milliers de logements et que si je ne le faisais pas, on me multipliait l'amende. Vous voyez, ça, c'est des situations que vivent tous mes collègues. Et malheureusement, aujourd'hui, c'est ce dialogue-là qu'il faut reconstruire. Parce que le risque en tant que tel n'est plus compréhensible simplement. Vous voyez, les données sont trop complexes d'entrée, donc il faut les traduire. Et pour les traduire, il n'y a que l'État pour le faire. Monsieur Corriton. Merci pour votre réponse. Pardon. Monsieur Corriton, ouais, vous aviez peut-être quelque chose à ajouter? Non, je pense que Nicolas peut dire. Non. Juste avant qu'on continue, j'avais une question par rapport à M. Leroy. Ouais. J'ai bien compris ce que vous avez dit, notamment par rapport aux réunions que vous avez pu vivre. Et donc, vous pensez, ou peut-être nombreux de vos collègues maires ressentent cela, la difficulté en fait de mettre en œuvre, puisque la sécurité, on a tendance à y penser lorsque l'événement arrive. Mais j'ai bien compris ces contradictions qui peuvent être apportées. Et vous pensez ce qui vient amener du flou supplémentaire en fait pour la mise en application avant la crise, puisque la prévention, je le dis et je le répète, à mon avis, reste son meilleur atout, pendant et après une crise. En tous les cas, c'est ce manque de cohérence qui vous pose problème. Alors aujourd'hui, ce qui ressort un petit peu de tous les échanges qu'on a eus à travers les territoires, c'est qu'effectivement, on a tous les mêmes soucis. Et ce problème, il pourrait se résumer en, d'un côté, on doit anticiper le risque, mais pour cela, faut-il encore bien l'appréhender dans sa réalité, en intégrant aussi une chose, c'est qu'aujourd'hui, le risque évolue de manière considérable dans un délai très court, ne serait-ce qu'en termes, par exemple, d'inondation ou même d'incendie. On a eu, en l'espace de 4 ans, des phénomènes qu'on n'avait pas vus depuis plusieurs décennies, et une fréquence et une intensité démultipliées. La problématique, c'est à la fois de voir comment on peut l'intégrer, l'anticiper, se préparer. Et la plus grande difficulté que nous avons, c'est comment on peut essayer de transformer nos territoires face à des réglementations qui aujourd'hui nous empêchent toute transformation. Donc aujourd'hui, en réalité, le rôle du maire, quand il veut se préparer, se limite à quelques moyens logistiques. Mais en termes d'aménagement de territoire, que ce soit contre les inondations, contre les incendies, ou en termes d'urbanisation, la réglementation est tellement lourde, est tellement complexe, et les procédures, notamment, je peux vous donner des exemples sur les inondations, les procédures de protection environnementale, aujourd'hui, concrètement, bloquent pendant parfois plus d'une décennie des projets qui sont vitaux, reconnus comme tels par l'État, pour la protection des vies, et des biens, mais surtout des vies. Et parce qu'on va vous demander des enquêtes FUNFLOR, des études environnementales, des impacts environnementaux, etc. Vous ne ferez rien. Tout est vous voyez, il n'y a pas de contrôle a posteriori. Tout est a priori. Mais cumulé fait que quand vous avez un aménagement à faire, il va vous falloir entre 12 et 15 ans pour le faire. Et quand vous allez le livrer, il ne sera plus adapté à l'évolution du climat. Et c'est ça aujourd'hui que tous les maires de France vivent. C'est-à-dire qu'il y a d'un côté la théorie, où on doit faire, on doit connaître, on doit anticiper, et à côté la réalité, où en réalité on ne peut rien faire. En fait, ce que je disais tout à l'heure, c'est sur la question de l'arbitrage.
un moment où il faut que l'État puisse nous aider, parce que quand on est face à des injonctions contradictoires, il faut trouver un chemin. Et on peut, sinon ça bloque, on perd du temps. Et en effet, ce que dit Sébastien, c'est qu'au bout d'un certain nombre d'années, on sort le projet, mais il s'est passé un grand nombre d'années et c'est pas super cohérent, quoi. Donc, l'arbitrage, moi, je pense qu'il faut que les préfets puissent arbitrer. Alors, souvent, on veut pas arbitrer parce que comme il y a un risque, c'est de savoir qui va signer en bas de la feuille qui arbitre. Ça, c'est clair. Mais il faut aussi qu'on nous fasse confiance parce qu'on n'est pas là pour proposer des arbitrages qui sont complètement délirants. On a aussi la volonté de protéger nos populations et ça, c'est un sujet essentiel. Merci. Je crois que Madame Bidot voulait intervenir, donc chargée de mission des risques auprès de l'AMF. Merci, c'était juste au regard de votre remarque que vous faisiez sur la loi de 2004. La loi de 2004 sur ce rôle en fait très clair entre le maire et le préfet. Donc l'AMF y est très attachée. Après, ce qu'on remarque, c'est que depuis 2004, il y a un certain nombre de législations qui ont vu jour et qui sont venues un petit peu perturber cette fameuse visibilité dont on parle sur le rôle du maire et le rôle du préfet. Parce qu'effectivement, depuis 2004, on a instauré, par exemple, en matière de prévention du risque inondation, une compétence GEMAPI, plutôt entre les mains des EPCI à fiscalité propre, donc du bloc intercommunal. Ensuite, on a mis en place, et on n'est pas contre, en fait, au niveau de l'AMF, les PICS, mais des plans intercommunaux de sauvegarde. Et le souci, en fait, c'est cette perte un peu de base pour bien comprendre le rôle qu'ont respectivement le maire et le préfet au milieu, en fait, d'un arsenal législatif qui continue, effectivement, de promouvoir de nouveaux outils, des fois avec des gouvernances différentes en fait que le seul maire et le préfet. Et c'est juste en fait de comprendre qu'il faut redonner du sens à tout ça, une organisation très claire pour que chacun des acteurs sache pertinemment là où il se situe et quel est exactement son rôle en fait au moment de la gestion de crise. Parce qu'au moment de la gestion de crise, on sait que chacun doit parfaitement savoir quel est effectivement son rôle, quel est celui qui a à intervenir. Et là, on a une espèce d'abondance en fait d'outils qui interviennent pour faire face en fait à des nouveaux événements, à des nouvelles en fait crises. Et c'est ça, c'est comment en fait on garde ce sens et cet état d'esprit en fait de 2004 avec de nouveaux outils qui viennent. On entend parler, c'est ce que disait aussi Sébastien Leroy, du rôle effectivement des régions. Alors le rôle des régions, et Bastien Coriton l'a aussi bien dit, on est tout à fait favorable au niveau des financements, mais au niveau d'un outillage, d'un rôle à mener, on a peur qu'on perde effectivement la cohérence d'ensemble entre cette dualité d'acteurs et ce binôme très important que sont le maire et le préfet au regard de leur pouvoir de police. Merci. Monsieur Borda a une question. On va reprendre l'autre. Oui, j'ai bien entendu votre intervention, notamment sur les rôles respectifs et, on va dire, le couple maire-préfet. Mais effectivement, entre savoir quelles sont ses missions, son rôle, etc., je pars du principe que le préfet, il est formé. L'État l'a mis à tel endroit parce qu'il est formé, parce qu'il connaît sa mission. La difficulté qu'on a souvent, et moi j'ai été élu local, c'est que le maire, par exemple, les maires élus en 2020 ou qui n'ont pas eu de formation ou qui débarquent, et c'est là où on peut avoir un souci, c'est-à-dire qu'on a des maires qui ont une expérience, qui ont eu une formation, et là on a un peu un flou artistique sur tout ça. Moi j'ai exercé en tant qu'adjoint maire à Dijon, on remplaçait le maire sur des événements majeurs importants, et on n'avait pas tous le même niveau d'information, de formation et d'accès, donc c'était un peu des fois au doigt mouillé avec les pompiers, avec la préfecture. Et donc il ne faudrait pas qu'on se retrouve aussi dans des situations où on a des maires qui sont un peu dépassés par la situation et qui feraient perdre dans les rouages et dans les délais assez rapides des prises de décision et qui créeraient des difficultés. Donc je pense qu'il y a peut-être un volet, je ne sais pas comment on peut l'inscrire, mais en tout cas qui est important en termes de formation. Et d'ailleurs ça rejoint ce qui a été dit au début sur la culture du risque. Moi je l'ai vu en tant qu'élu local, j'ai jamais eu de formation sur la culture du risque. C'est des sujets un peu mis de côté où des fois un adjoint ou un élu avait plus ou moins en charge ça, mais il ne se passait pas grand-chose. Et c'est vrai qu'il y a un volet très très important de formation de l'ensemble des élus, quelle que soit l'échelle en tout cas.
Merci. Je me permettais juste de revenir, Madame Billot, si vous me le permettez. Si je comprends bien, et puis c'est, comme le disait mon collègue à l'instant, et c'est tout l'objet de cette mission d'information, sur notre capacité d'anticipation, mais aussi d'adaptation, sur le fait qu'il y a la pertinence de beaucoup de choses, telles que les PPRI, comme vous en parliez, PPAMT, les feux de forêt, et que sais-je. Un arsenal probablement de choses qui sont venues au fur et à mesure, je le disais, très pertinentes. Si j'entends et si je traduis votre pensée, probablement, notamment à travers les plans communaux de sauvegarde, qui vous amènent à faire la connaissance des risques et de pouvoir le traduire peut-être auprès de la population. Et on demande, au-delà de ça, maintenant des plans intercommunaux, alors que la base peut-être n'est pas maîtrisée ou n'est pas traduite pour les élus, est une difficulté. Et donc, j'essaie juste de comprendre le fond de votre pensée, c'est qu'on ne peut pas en rajouter par-dessus alors qu'on ne maîtrise pas les fondamentaux à l'échelle du territoire. Alors, pour essayer de synthétiser, effectivement, et comme me disait monsieur le député, aujourd'hui, la problématique que nous rencontrons, c'est la multiplication des lois. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, il y a un principe de base qui est la connaissance du risque et la maîtrise par l'élu, ce qu'on disait tout à l'heure. Et là-dessus, c'est les plans communaux de sauvegarde, l'obligation d'en avoir, les plans intercommunaux sont des choses positives. La journée de sensibilisation aussi, c'est très bien, mais ça ne suffit pas dans le sens où faire des plans communaux de sauvegarde, si on ne sait pas les appliquer, ça ne mène pas à grand-chose. Donc il y a effectivement une nécessité, notamment pour les nouveaux élus, d'être formés. Mais pour être formés, il faut que l'État aussi puisse échanger avec eux. Aujourd'hui, quand vous êtes élu, vous pouvez très bien ne jamais rencontrer les services de la DTM ou la préfecture et ne jamais parler de risque pendant des années. Il y a même des communes qui n'avaient pas de PPRI qui ont été dévastées par des inondations il y a 2 ans. C'est pour ça qu'il faut aujourd'hui redéfinir cette démarche et c'est pour ça que le couple maire-préfet est essentiel. Parce que tout part de là en réalité. En multipliant les acteurs, en multipliant les intervenants, en multipliant les lois, en transférant une grande partie des compétences aux communautés d'agglomération, ce qui peut être très bien dans certains cas mais très négatif dans d'autres, on perd un petit peu la différenciation sur le terrain, la subsidiarité qui est essentielle à l'efficacité. Et finalement, plus personne ne sait vraiment quel est son rôle. Et donc, ça déresponsabilise énormément. Jusqu'au moment où on se retrouve effectivement dans le drame. Et là, quand la crise survient, bien souvent, le premier qui est sur le terrain, c'est le maire. Parce que c'est le maire qui a les pieds dans la boue, c'est le maire qui va essayer d'appeler la préfecture pour comprendre ce qui se passe, le préfet qui va demander au maire pour avoir des informations, parce qu'il n'a pas forcément de retour concret, surtout si la crise est subite. Et c'est cette relation-là, aujourd'hui, qu'il faudrait redéfinir dans un souci de clarté, de précision. Parce que sinon, c'est vrai que si vous multipliez les responsables, à la fin, plus personne ne l'est. Et nous, ça, aujourd'hui, malheureusement, tout le monde le vit comme ça. Et c'est pour ça, encore une fois, que j'insiste sur la nécessité absolue de ce couple, avec la possibilité pour le préfet de pouvoir mener des actions avec des contrôles qui seraient a posteriori, non pas a priori. Parce qu'aujourd'hui, le préfet, il est soumis à ses services. Et parfois, vous avez des débats sans fin entre la DTM, la DREAL, sur des débats qui n'ont plus rien à voir avec la protection. Et qui vous bloquent tout. Je ne sais pas si Bastien... Oui, je voulais compléter sur le rôle PCS-PICS. Alors le PICS n'est qu'une complémentarité du plan communal, puisque le président ou la présidente de l'agglo, de la communauté de communes, n'a pas de pouvoir de police, sauf si on lui en a délégué quelques-uns, mais sur la question des risques, et en général, c'est vraiment le maire qui les conserve. Je pense que sur les PCS, il faut vraiment... alors, est-ce qu'il faut améliorer la procédure? C'est partager la construction du plan communal de sauvegarde avec les élus. Parce que si vous ne passez pas beaucoup de temps, moi je l'ai fait dans ma commune, à expliquer comment le PCS est monté, comment on le mobilise via un exercice, comment chaque élu peut avoir un rôle dans la protection, dans la gestion de la crise, ça c'est un vrai sujet. En Seine-Maritime, on a travaillé les référents incendie secours là, dans le cadre de la loi Matras. Moi je suis vice-président du SDIS, on a réuni sur 4 réunions plus de 400 élus pour leur présenter le sujet et le rôle du référent incendie secours. Aujourd'hui, toutes les communes sont obligées d'inscrire des crédits de formation à leur budget. Les plus petites ne les consomment jamais. Et ce que vous disiez tout à l'heure, si vous avez été à Dijon et qu'on se retrouve parfois en gestion de crise, parfois un peu démunis, c'est parce qu'on n'a pas été formé. Moi, j'ai fait la formation à la gestion de crise avec le TIR 7 PC au tout début de mon premier mandat. Allez, sur les 6 ans, je ne sais pas si 5% des maires auront été formés. Et je pense que là-dessus, il faut vraiment qu'on ait
alors une obligation ou du moins qu'il y ait un vrai schéma de formation en partenariat avec les SDIS, parce que tous les maires ont un risque sur leur commune. Qu'on soit, il y a un risque inondation, il y a un risque falaise, il y a un risque montagne, bref, tout le monde a au moins un risque qui le concerne et une crise peut survenir dans chacune des communes de France. Mais souvent, le fait de se retrouver démunis, c'est qu'on n'a pas été préparé. Alors, il y a le porté à connaissance, en effet, qui lui peut varier et qui est peut-être parfois, avec le changement climatique, il y a un peu trop d'évolution, un peu trop de temps entre les différents portés à connaissance pour que le maire soit pleinement conscient des risques qu'il a sur sa commune. Mais après, il y a tout l'opérationnel, il y a les exercices. Ça, je crois que c'est indispensable, et pas des exercices qui sont rédigés une fois par an, comme on le fait dans les écoles, avec un exercice type pour tout le département d'une inondation quand vous êtes sur une colline, quoi. Voilà, et ça arrive aussi comme ça, hein, ou d'un camion qui se renverse quand il n'y a pas de route départementale ou nationale qui passe à côté de l'école. Mais les exercices, je pense qu'on n'a vraiment pas cette culture de l'exercice et il faut qu'on y aille. La journée nationale sur les risques est intéressante. Nous, on a mis en place dans notre territoire une semaine de la sécurité parce qu'on a beaucoup d'industries et on a un certain nombre d'événements où on fédère les acteurs de la sécurité civile sur une semaine, où on organise un certain nombre d'événements, de conférences, d'événements publics qui permettent aussi de renforcer cette culture du risque auprès de la population. Et pour terminer, quand vous parliez de pause un peu législative, je pense qu'en effet, il y a un certain nombre de choses qui existent dans la loi et il faut laisser le temps de les mettre en place. Que ce soit les plans communaux de sauvegarde, on voit bien qu'il y a encore beaucoup de communes. Hein. Moi, j'avais animé le point info au Congrès des maires sur le sujet. Et la première question que j'ai posée, c'est qui a son PCS, qui n'en a pas. Il y a encore un certain nombre de communes qui ou n'ont pas su ou n'ont pas pu réaliser leur PCS. Donc, il faut les aider à les sortir parce que c'est essentiel. Il faut, tout ce qui est DICRIM, la liste des risques qu'il faut redescendre vers la population. Ça, je pense qu'il faut d'abord mettre en place ce qui est prévu par la loi avant d'aller beaucoup plus loin. Merci. Madame la Présidente, peut-être, qui voulait intervenir? Non, je voulais continuer à passer la parole, mais... Très bien, je lève la tête. Oui, M. Fievet. Oui, merci Monsieur le rapporteur, merci Madame la Présidente. Moi, je voudrais revenir sur le financement. On parlait tout à l'heure, on a parlé du COS et du DOS, on va pouvoir parler du financement, c'est important. Dans le rapport Falco, il émet quelques propositions pour certaines intéressantes. Je suppose que vous l'avez décortiqué, ce rapport Falco, et voilà votre avis sur les différentes propositions qu'il fait et qu'est-ce que vous en pensez en fait de ces différentes pistes qu'il pourrait prendre pour financer au mieux les SDIS et les secours en France. Bastien, est-ce que tu es responsable SDIS? Alors, ce qu'on disait, c'est la taxe sur les assurances, où là, je l'évoquais tout à l'heure, hein, où il y a un vrai sujet d'affectation de la taxe. On voit bien qu'aujourd'hui, les SDIS sont financés, c'est plus à parité, hein, parce qu'en 2000, c'était plutôt 50-50. Alors, du coup, j'ai pas repris le rapport Falco sous les yeux, mais sur la partie assurantielle, là, c'est un vrai sujet qui a fait l'objet de débat avec le cabinet de la ministre, là, cet été. Après, sur les communes, on voit bien qu'on ne peut pas faire peser encore plus fortement la charge financière sur les communes parce que ça reste des budgets qui sont importants et qu'il faut laisser, là, pour le coup, au territoire, la capacité à organiser la répartition de la contribution. Je m'explique. Aujourd'hui, il y avait une volonté à un moment de critériser la contribution des communes aux SDIS un peu à l'échelle nationale. Je crois que le cabinet a bien compris, après les exemples qu'on leur a donnés, que si on rentrait dans ces sujets-là, on allait très vite se retrouver dans des usines à gaz et qu'on allait faire exploser le système parce que les contributions des communes sont essentiellement basées sur ce qu'elles payaient au moment de la départementalisation et que avoir des critères très objectifs pour fixer la contribution, on arrive à des plus 1000%, des moins 500% de l'autre et malgré toutes les simulations qu'on peut faire, ça ne fonctionne pas bien. Donc vraiment le sujet, c'est comment on travaille l'articulation département-commune sur le financement des SDIS. Comment la taxe sur les assurances, là, c'est vraiment un sujet parce que ce que perçoivent les départements est souvent plus élevé que ce qu'ils ne reversent aux SDIS. Hein. Là, il y a un sujet là-dessus. Et il y a aussi la question de celui qui est générateur du risque. Parce que chaque
Une entreprise paye des impôts locaux, en effet, mais parfois, elle est génératrice d'un risque très important. Alors, nous, on a travaillé, par exemple, avec EDF sur les centrales nucléaires, sur un financement d'EDF pour renforcer le nombre de sapeurs-pompiers professionnels de la zone de la centrale nucléaire. C'est le cas. On fait la même chose avec les grands ports maritimes, où ils cofinancent le SDIS sur le financement de postes de sapeurs-pompiers professionnels pour garantir le risque feu de navire. On a ces sujets-là. Je pense qu'il y a aussi des financements avec les générateurs de risques qui sont à prendre en compte. Très bien, écoutez, moi je m'inscris totalement dans ce que vient de dire Bastien. Donc on avait assisté lors de la mission Falco sur un sujet, c'était que si les régions venaient abonder financièrement, il fallait que l'organisation reste au niveau départemental, puisqu'après, si on commence à régionaliser les moyens, je pense que ça va être là aussi une grande usine à gaz très improductive. Et sur les communes, ce qui est important de souligner, c'est que le financement du SDIS, c'est pas juste l'effort que font les communes pour se protéger et préserver le territoire, parce que tout ce qui est aménagement, tout ce qui est entretien, tout ce qui est équipement, y compris de véhicules d'intervention, on va dire, que ce soit des polices municipales qui sont dans des secteurs exposés, sont très différents les uns des autres, sont portés par les budgets communaux. Et aujourd'hui, les budgets communaux sont dans une situation plus qu'extrêmement tendue. Donc c'est vrai qu'à ce niveau-là, il faut vraiment en avoir parfaitement conscience sur la gravité actuelle que nos communes traversent. Mais juste rebondir sur la partie régionale, je partage totalement ce que vient de dire Sébastien, à savoir, oui au cofinancement. Un cofinancement, je pense, les moyens aériens ou les moyens feux de forêt qui nécessitent des investissements importants. Mais en effet, je pense qu'il faut rester à l'échelle départementale et de la zone de défense. Je pense que ça, c'est vraiment un sujet qu'il faut avoir à l'esprit, préfet, maire et zone de défense pour la gestion du risque, parce que sinon, on va vite risquer la cacophonie sur ces sujets-là et qu'on évite de remanier de nouveau les conseils d'administration où entre l'équilibre département-commune, ça fonctionne dans l'ensemble plutôt bien puisqu'il y a une vraie discussion. Alors, c'est peut-être pas le cas partout, mais dans l'ensemble, on discute autour de la table du conseil d'administration des financements, des besoins. Après, il y a une époque où on avait, alors là, il y a le pacte capacitaire qui est un élément positif, il faut le dire, pour l'acquisition de matériel spécifique. Il fut une époque, moi, il y a 15 ans que je siège dans mon SDIS, où on avait le fonds d'aide à l'investissement, aussi annuellement, qui était réparti par zone de défense, qui a disparu au fil du temps, qui était sans doute aussi un outil, qui était un financement de l'État vers les SDIS, et qui, au fil du temps, a vu ses enveloppes se réduire. Donc là, le pacte capacitaire est un effort. L'idée, c'est peut-être de pérenniser dans le temps cet effort d'aide à l'investissement pour les SDIS. Oui. Oui, merci M. Coryton de préciser finalement l'aide de l'État. Cette année, il y a quelques jours, le président de la République, il y a un an, s'était engagé à débloquer 150 millions d'euros pour aider les SDIS. C'est fait depuis 2 semaines environ. Pour les Deux-Sèvres, c'est 1 million 900 000 et quelques euros, on va dire 2 millions d'euros. Et tous les SDIS de France ont été aidés par l'État cette année. Il faut quand même le préciser quand même. Oui, c'est ce que je dis. Nous, ça va nous permettre d'acheter des véhicules. Et d'ailleurs, j'entends souvent parler des Deux-Sèvres, puisque mon directeur de SDIS arrive de chez vous. Oui, je connais très bien. Merci. Comme quoi, le monde est petit. Si vous me le permettez, moi, je reviendrai sur un sujet peut-être un peu plus opérationnel, puisqu'on sait que notre système de sécurité civile en France est basé sur de nombreux acteurs publics et associatifs. Est-ce que, d'après vous, pour les maires, pour vos collègues, pour les associations, est-ce que cela est lisible? Est-ce que c'est cohérent? Est-ce que c'est suffisant? Alors, Bastien, j'y vais. Vas-y, lance-toi. Oui, un mot, peut-être ça va rejoindre une des premières questions. Je pense que notre modèle, il est envié, mais il n'est pas toujours copié parce qu'il a un principe, c'est le volontariat. Et aujourd'hui, la fragilité de notre modèle, notamment dans les SDIS, c'est l'évolution du volontariat et de la capacité des citoyens à donner de leur temps. Et on voit bien qu'on a un vrai enjeu managérial sur les SDIS, sur comment on recrute, comment on fait en sorte que le temps
les sapeurs-pompiers sont prêts à donner soit librement consenti. Ça, c'est un vrai sujet. Aujourd'hui, on est prêt à donner de la disponibilité, mais on n'est pas prêt tout le temps à s'imposer et à se bloquer. Et donc, il faut qu'on s'appuie aussi sur tout ce qui est association de sécurité civile, sur les réserves départementales de sécurité civile qui sont en train de se créer. Et la multiplicité des acteurs, elle n'est pas forcément négative, il faut juste la coordonner. Nous, on vient de créer en Seine-Maritime, et alors ça va se traduire par la construction d'une maison de la sécurité civile, mais on a créé une fédération des acteurs de toutes les associations qui travaillent dans le domaine de la sécurité civile, parce que vous le fusionnez, ça ne fonctionne pas, parce qu'on perd du monde en ligne, hein, on perd plein d'acteurs, mais il faut quand même réussir à coordonner. Donc nous, on a réussi à fédérer l'ensemble des acteurs. Alors, sous la houlette du SDIS, c'est le SDIS qui anime un petit peu cette fédération. Et pourquoi pas, pour vraiment apprendre à travailler en synergie, pourquoi pas avoir chaque année, sous l'organisation du SDIS, une petite journée d'assises de la sécurité civile où les acteurs se rencontrent, où ils parlent, où ils échangent. Ça, c'est un vrai sujet. Et après, le numéro unique, 1812, entre le SAMU et le SDIS et les services de secours, ça, c'est essentiel. Après, il faut aussi que sur le terrain, entre les SAMU et comment on fait un outil unique, éventuellement à la fin, ça, on n'y est pas forcément encore arrivé tout de suite. Hein. Tout à fait. Non, c'est vrai, sur les acteurs publics, en termes de sécurité civile, la visibilité est assez claire, les rôles sont bien définis, il y a toujours des améliorations, là je rejoins exactement ce qu'a dit Bastien Corriton. Là où il y a beaucoup plus de difficultés, c'est au niveau associatif, où là il y a vraiment à la fois une compétition, voire des conflits, des incompatibilités et des dénominations qui sont extrêmement ressemblantes, à la fois sur les associations qui vont sur le terrain, puisqu'ils se jalousent, donc c'est-à-dire que si vous en traitez une, il faut traiter l'autre, etc. Et également, et là il y a aussi un vrai sujet sur tout ce qui se rapporte à la sécurité, aux protections. Vous avez une multiplication des acteurs privés qui ont parfois des dominations qui font penser à des organismes publics, qui font des formations, soi-disant formations, qui établissent des plans communaux, etc., qui sont une vraie nébuleuse. Et parfois, les élus pensent avoir affaire à des organismes qui sont validés, protégés, etc., alors qu'en fait, ce sont uniquement des sociétés privées. Donc là, il y aurait quand même peut-être une vraie réflexion à mener pour simplifier et clarifier tout cela. Merci beaucoup. Ça a été un peu l'esprit, nous, de la fédération des associations de sécurité civile, hein, que ce soit la protection civile, vous avez plein d'acteurs. Hein, et c'est la première fois qu'on arrive à faire signer tout le monde, nous. Hein. Chacun est dans son coin, parfois en concurrence, en effet. Et là, d'avoir réussi à mettre tout le monde autour de la table et de créer cette maison de la sécurité civile à terme avec la réserve départementale, on en parlera peut-être aussi, de sécurité civile, ça, c'était un point important qu'on a réussi à mettre en place. Donc, il y a peut-être aussi là-dessus, à l'échelle nationale, à déployer ce genre d'initiative. Très bien, merci Monsieur Corriton. Reste à savoir qui l'impulse et qui peut-être organise tout cela à travers ces différents organismes, si j'ai bien compris ce que vous nous disiez. Julien Rancoul souhaite la parole. C'est à vous, chers collègues. Oui, merci. Je souhaiterais aborder le sujet de l'entretien des cours d'eau, qui est souvent une problématique pour les maires. Souvent, donc, l'entretien des cours d'eau est de la responsabilité des propriétaires, des riverains. Dans les faits, c'est souvent très compliqué. Les propriétaires sont multiples, hein, tout le long de chaque rive. Certaines parcelles sont pour la plupart abandonnées. Et les propriétaires ne savent même pas forcément qu'ils sont propriétaires, parce qu'il s'agit donc de biens familiaux qui ont été légués depuis des décennies et des décennies. Une taxe Gemapi a été créée facultativement pour les collectivités. Est-ce que vous trouvez que le système actuel est pertinent? Est-ce qu'on pourrait simplifier et donner les outils aux collectivités pour gérer plus facilement ces cours d'eau? Est-ce qu'il faut peut-être légiférer pour rappeler aux propriétaires de ces parcelles leurs obligations? Et ensuite, seconde question, une partie de ces cours d'eau donc, sont à la charge de l'État. Donc, je passe dans mon département, donc le fleuve Aude par exemple. Est-ce que l'État met suffisamment de moyens financiers et techniques pour entretenir ces fleuves? Voilà, je vous remercie.
J'y vais? Vous êtes prêts? Allez-y, monsieur Leroy, sachant que je vous demanderai relativement, parce que vu l'horaire, puisque c'est passionnant, c'est un sujet qui nous passionne, il est déjà 10h32, il ne faudra pas tarder ensuite à conclure, si Madame la Présidente en est d'accord, évidemment. Monsieur Leroy. Très rapidement, est-ce qu'aujourd'hui le système actuel est satisfaisant? Non. Est-ce qu'il est efficace? Non. Pourquoi? Tout simplement parce que sur l'entretien des cours d'eau, contrairement à ce qui est par exemple pour la protection anti-incendie, l'entretien des terrains, il n'a pas une disposition légale qui permet aux collectivités de rentrer pour faire les travaux à la place du propriétaire pour lui envoyer la facture après. C'est quelque chose qui serait utile d'être fait. Aujourd'hui, pour le faire, on a la nécessité d'avoir une déclaration d'intérêt général qui prend entre 5 et 6 ans. Et ensuite, c'est une procédure qui est extrêmement lourde à mettre en place, puisqu'il faut plusieurs envois de courriers recommandés, de relance, avec des délais respectés, etc. Et vous avez des vallons qui, parfois, ont plus de 450 propriétaires, dont certains sont injoignables ou ont disparu, mais il faut quand même faire la démarche et on ne peut pas rentrer sur la propriété pour entretenir. On a le même problème en parallèle sur le débroussaillement avec l'entretien des terrains, où on a d'ailleurs avec la DGPR essayé de faire simplifier la procédure qui aujourd'hui prend entre 6 et 8 mois pour faire débroussailler un terrain et mobilise des agents à temps plein pour toutes les communes. On a réussi en partie et ça pourrait aussi aborder sur un autre sujet qui est celui qui serait très efficace, c'est le recours aux nouvelles technologies. Je pense notamment aux drones pour détecter les terrains qui ne sont pas entretenus comme les cours d'eau, qui jusqu'à présent ont été refusés alors que ça ferait gagner un temps considérable aux collectivités pour cet entretien. On a aussi une autre problématique sur les cours d'eau qui sont des cours d'eau plus, on va dire, traditionnels. C'est là tout ce qui est, on va dire, loi sur l'eau, protection environnementale, où pour vous voulez curer un cours d'eau, y compris après une crue majeure, voire une crise d'intempéries, si vous ne le faites pas dans les 2 semaines de l'urgence, vous avez l'obligation après de faire toutes les études de protection de la biodiversité, etc., ce qui peut vous prendre entre 2 et 3 ans. Et vous avez aussi une vraie problématique sur le stockage et le traitement des sédiments qui sont retirés des cours d'eau, puisque aujourd'hui, ils sont considérés comme potentiellement polluants et doivent être placés en décharge spécialisée, ce qui a un coût faramineux qui pèse très 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 lourdement sur le budget des collectivités qui y sont confrontées. Donc il y a à la fois un labyrinthe législatif et réglementaire qui ralentit considérablement les procédures qui devraient être simplifiées et un coût énorme qui pourrait être aussi allégé, je pense, parce que la réglementation est devenue sur ce sujet particulièrement trop excessive en un temps très court et je pense sans véritable justification. Merci. Monsieur Coriton, rapidement. Oui, rapidement. Moi, j'ai 4 rivières sur ma commune et le fleuve et la Seine qui passent. Donc, je partage les inquiétudes du collègue qui s'est exprimé. Non, nous, en Seine-Maritime, on avait une spécialité historique, c'est qu'on a des syndicats de bassins versants sur tout le territoire qui gèrent à la fois le risque ruissellement, mais aussi la compétence rivière, donc les petites rivières qui affluent vers la Seine. Le seul regret sur l'entretien, c'est qu'on a des associations syndicales, donc les propriétaires payent une taxe qui permet d'entretenir la rivière, et ça fonctionne plutôt bien. Le seul regret, c'est que les agences de l'eau ont arrêté de financer les postes d'agents d'entretien de rivière, considérant que ce n'était pas nécessairement utile et que ce n'était pas eux de financer, c'est bien dommage. Et sur la Seine, on a mis en place un syndicat interdépartemental qui regroupe l'Eure, la Seine-Maritime, le Calvados, et tous les EPCI, sur la gestion GEMAPI, notamment des berges de Seine. Ça va coûter très cher. Pour l'instant, il n'y a pas du tout de financement de l'État. On va être tout seul à financer ce genre d'aménagements qui vont coûter très cher, puisque les grands ports maritimes avaient un peu abandonné la gestion des berges, si ce n'est celle qui était essentielle au trafic maritime. Et que là-dessus, on a un vrai enjeu, parce qu'avec le changement climatique et la montée éventuelle des eaux, on fait des catastrophes, notamment avec des sites industriels qui sont situés en bord de fleuve. Et là, moi, je suis assez inquiet. J'ai dû annoncer à une entreprise il n'y a pas longtemps que c'était bientôt à elle de se protéger toute seule des risques de débordement du fleuve. Donc là, il y a un vrai sujet de réflexion, parce que sur les financements, là, pour l'instant, c'est les départements et les EPCI, voire les EPCI tout seuls. Et puis la taxe GEMAPI, c'est bien, hein, mais c'est un axe en plus qu'on met sur la feuille. Merci beaucoup. Avant de laisser la parole à Madame la Présidente pour clôturer cette session. En tous les cas, moi, je voulais vous remercier pour votre présence. Nous aurons bien évidemment l'occasion encore
au-delà de cette audition, de pouvoir échanger encore avec l'Association des maires de France, évidemment, puisqu'il y a plein de sujets que nous n'avons pas pu aborder parce que le temps est imparti, notamment sur les contributions, les crédits, mais également sur les réserves communales de sécurité civile. Enfin voilà, il y a plein de sujets encore à aborder. Merci en tous les cas à vous de vous être déplacés. Madame la Présidente. Eh bien, je me joins au remerciement de monsieur le rapporteur pour votre présence et vos réponses très riches. Effectivement, on a eu le temps d'aborder si peu de choses, mais je crois, je ne veux pas m'avancer, mais nous aurons peut-être intérêt à vous réécouter en toute fin de parcours, quand on aura engrangé un peu plus d'informations et qu'on aura peut-être plus d'orientation ou de questions plus précises à vous soumettre par rapport à ce que l'on souhaite travailler ou mettre en exergue dans cette mission d'information. Mais on verra où on en sera à ce moment-là. Mais en tout cas, c'était vraiment très intéressant d'avoir cette vision de terrain, parce que c'est vraiment ce que l'on recherche, partir du terrain et à partir de là, construire des propositions sur comment adapter notre système de sécurité civile. Donc, cette première audition a répondu pleinement à notre souhait. Je vous en remercie, messieurs Leroy et Corriton, messieurs les maires. Puis on va passer à la suivante, puisqu'on ne va pas trop les faire patienter. Avec une petite précision, chère Lisa, le fait qu'on puisse avoir l'ensemble du questionnaire et avoir votre retour par écrit en complément de ce qu'on a fait ce matin. Merci. Merci à vous. Et à vous, à disposition. Madame la Présidente, chère Lisa, chers collègues, le temps de s'organiser pour accueillir et dire au revoir.
Et il n'y a personne en salle d'attente et on arrive à joindre personne. Bon, il y a dû avoir soit un petit loupé, soit un problème technique. Et en l'occurrence,